Merci d'écouter Radio France Internationale en direct de Paris où il est maintenant minuit 30. Une nouvelle édition d'Afrique Soir sur RFI avec Sylvie Berruet. Bonsoir à tous. Bonsoir François, bonsoir à tous. Le Gabon à quelques heures de la présidentielle. Dernier meeting ce vendredi. La campagne s'achève ce soir à minuit, heure de Libreville. 10 candidats sont en lice. Sébastien Nemeth a suivi le dernier meeting d'Ali Bongo. Yves-Laurent Goma, celui de Jean Ping, le principal candidat de l'opposition. L'affaire des soldats tchadiens disparus après l'élection présidentielle. Ils n'avaient pas voté Idriss Déby. Vous entendrez dans ce journal le témoignage de l'un d'entre eux sous couvert d'anonymat. Ce geste politique en RDC, le ministre de la Justice annonce la libération prochaine de 5 prisonniers appartenant à des mouvements citoyens, dont 4 membres de la Lucha. Dans l'actualité encore, la Guinée et la relance du dialogue politique, c'est l'enjeu d'une prochaine rencontre entre Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l'opposition, et le président Alpha Condé. La date n'est pas encore fixée. Enfin, des retards au Niger dans les vols pour la Mecque. 12 000 pèlerins sont bloqués. Les premiers départs sont prévus pour ce dimanche. Nous verrons pourquoi avec Raliou Assalé. Le compte à rebours a donc commencé au Gabon. C'est dans une demi-heure, heure locale, à minuit donc, s'achève la campagne électorale. 10 candidats sont en lice, dont le président sortant, Ali Bongo, et son principal adversaire, Jean Ping, a tenu, lui, son dernier meeting. C'était sur le boulevard Jean-Paul II, à Libreville. L'ancien président de la Commission de l'Union africaine, qui a rallié derrière lui des poids lourds de l'opposition, a appelé ses militants à la mobilisation. Mais vous savez, sans la mobilisation massive du peuple gabonais, cette alternance qui nous tend les mains ne sera pas possible. Cette mobilisation qui, ce soir, a fini de convaincre les plus sceptiques de notre profond désir d'alternance, devra se traduire demain dans les urnes et lors des opérations de dépouillement. Restons mobilisés et alors nous vaincrons. Vous savez, ce qui nous reste à faire demain et dans les jours à venir, notre victoire se fera aussi au prix de notre vigilance, de notre détermination et de nos sacrifices. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous demain soir pour qu'ensemble, nous célébrons la 2e indépendance de notre pays. Jean Ping ce soir à la tribune face à ses militants, des militants qui se disent fatigués par le long règne de la famille Bongo. Ils sont convaincus que l'heure de l'alternance est arrivée. Écoutez ces réactions recueillies par Yves-Laurent Goma. Il a déjà gagné, il a la majorité sociologique qui va être demain retranscrite dans les urnes. Vous ne croyez pas à une défaite ? C'est impossible, c'est impossible. Ce sera un vote sanction. Je peux même vous donner une estimation. Nous serons entre 60 et 70%. Si le peuple gabonais est derrière Jean Ping, parce qu'on sait très bien, durant les 50 ans, on n'a rien vu pour le peuple. Ping, il a déjà gagné, la question ne se pose pas. Ali aussi a déjà gagné. Non, il ne peut plus gagner parce qu'on a dit le Gabon aux Gabonais. Pour ça, là, rien que pour ça, il ne peut plus gagner. Ping va gagner parce que les jeunes ne veulent plus de ce système qui nous a embrigadés pendant près de 50 ans. Voilà pour les militants de Jean Ping. Quant au président sortant, Ali Bongo, il a tenu lui aussi son dernier meeting dans la capitale après avoir sillonné le Gabon. Et pour cette dernière réunion publique, le candidat Bongo a choisi de s'en prendre ouvertement à ses adversaires. Sébastien Nemeth avec Boris Vichit. Pour son dernier meeting, le camp Bongo a voulu montrer sa force en mettant les grands moyens. T-shirt, casquette, drapeau, affiches, écran et ballons géants étaient partout aux couleurs présidentielles. Jean-Louis votera Ali Bongo, dont il apprécie particulièrement la personnalité. J'admire en lui d'abord la sympathie et la gentillesse et l'esprit humain. Beaucoup ont vanté les réalisations présidentielles, routes, hôpitaux, assurance maladie, etc. Mais d'autres n'hésitaient pas à critiquer, comme Kédral, un étudiant mécontent de l'état de l'université. Les demandes qu'on a faites, tout ça n'a pas été résolu. Il n'y a pas vraiment eu de bourse, les campus ne se sont pas arrangés, l'université et le goudron, tout ça n'est pas vraiment aménagé comme il a promis. Donc pour ce côté-là, on est un peu énervé, mais ça va. Il a quand même tenu certaines de ses promesses. Parlant presque comme un opposant, il a toutefois promis de donner une seconde chance à Ali Bongo, le chef de l'État qui, dans son dernier discours, a été offensif, décrivant ses principaux adversaires comme des fugitifs et des traîtres. Il a accusé Jean Ping d'insulter les Gabonais. Après 3 quarts d'heure, il a conclu quasi dans une pause de boxeur.
Que M. Ping ne vienne pas me provoquer, car je peux dire encore plus et je peux parler. Alors qu'il ne me cherche pas. Pendant 7 ans, j'ai tout supporté parce que je devais travailler pour le Gabon. L'offensive a réveillé les partisans, dont certains, peut-être fatigués du marathon électoral, avaient commencé à partir. Boris Vichit, Sébastien Nemeth, Libreville, RFI. Et à la veille du scrutin, les Nations Unies appellent les Gabonais à voter dans le calme. Elles demandent aux candidats de faire preuve, je cite, de retenue et de s'abstenir de toute incitation à la violence ou de tout propos incendiaire. RFI à N'Djamena, 100.2 FM. Il est 23h passées de 35 minutes à N'Djamena. Nous allons donc au Tchad pour parler de l'affaire des militaires disparus après la présidentielle du 9 avril. Plusieurs dizaines de militaires et de policiers ont été arrêtés, parfois mis au silence parce qu'ils n'avaient pas voté pour Idriss Déby. 49 d'entre eux ont été envoyés dans l'extrême nord du pays, à Our. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, était intervenu en avril auprès du président tchadien. Une enquête a même été diligentée par le parquet tchadien sur 5 cas, 5 militaires qui ont été montrés vivants à la télévision et le procureur a classé sans suite le dossier des disparus. Pourtant, plusieurs témoins ont fait état de mauvais traitements et de sévices, notamment à Our. Jean-Jacques Louarn a recueilli le témoignage d'un jeune militaire. Il avait été déporté dans cette localité du Nord et aujourd'hui, il se cache. Alors pour sa sécurité, sa voix a été modifiée. Oui, l'histoire en est qu'on a voté l'opposition. Donc on était arrêtés, c'était le même jour du vote. Nous sommes enfermés dans une prison secrète à la présidence. Et c'était le 15 avril, on nous a sortis, c'était autour de 23h. On nous a menottés partout comme ça. On nous a amenés vers les Our et vers les Ouarki là-bas. On était 49. Est-ce que vous avez subi de mauvais traitements là-bas ? Oui, c'était des mauvais traitements, sans manger. On nous menaçait partout, quoi. On a vraiment souffert. Jusqu'à présent, on n'a pas réintégré l'armée. Notre salaire passe, mais c'est entre leurs mains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous cachez ? Oui, on se cache toujours parce que nous-mêmes, on a peur, on n'a aucune protection. Nous, on vit toujours en cachette. Peut-être si on a une protection, on peut sortir, mais jusqu'à présent, on n'a rien, donc on vit en cachette comme ça. Est-ce que vous avez vu d'autres cas de sévices, de torture ? Est-ce qu'il y a eu des militaires tués ? Oui, il y a trop de torture là même. Le même jour qu'on était arrêtés, là, on était vraiment torturés. Ils nous ont torturés de façon qu'on ne pouvait pas. Il y a des corps même qui ont été repêchés dans les fleuves, non ? Vous voulez réintégrer l'armée ? Non. Parce qu'avec ce régime-là, on ne pouvait pas encore repartir parce qu'on est déjà ciblés. Pour vous, c'est important d'en parler ? Oui, c'est très important même que les auteurs ne répondent un jour de leurs actes. Là. Que les auteurs répondent un jour de leurs actes. Justement. Voilà un témoignage recueilli par Jean-Jacques Louarn. En RDC, ce geste des autorités, 5 prisonniers dont 4 activistes de la Lucha vont être libérés prochainement. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le garde des Sceaux à Kinshasa, Kamanda Wakamanda Muzambe. Les 5 prisonniers politiques appartiennent tous à des mouvements citoyens. 4 sont activistes de la Lucha. Marcel Héritier Capitaine, Victor Tessongo, Bienvenu Matomo, Godefroy Monaboatou. L'autre, celui de Filimbi, s'appelle bien Jean de Dieu Kilima. Les procédures pour la remise en liberté de ces prisonniers politiques ont été engagées à partir de ce vendredi, a déclaré le ministre de la Justice Alexis Tambwe Mwamba, tout en ajoutant que ces personnes pourront sortir de la prison dans les jours qui viennent. Concernant les 4 autres prisonniers politiques dont la libération avait été annoncée il y a une semaine, ils quitteront la prison ce week-end, a encore dit le ministre de la Justice. Selon la CAJ, Association congolaise pour l'accès à la justice, 115 prisonniers politiques et d'opinion sont encore détenus dans les prisons et cachots de la RDC. Parmi eux, 83 sont bénéficiaires d'amnistie depuis plusieurs années. L'opinion note également que plusieurs médias proches de l'opposition, dont la réouverture avait été annoncée la semaine passée par le ministre de la Justice, n'ont pas encore repris leurs émissions. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Au Zimbabwe, de violentes échauffourées ont éclaté ce vendredi dans le centre-ville de la capitale, Harare, entre la police et des manifestants. Les policiers ont lancé des grenades lacrymogènes et utilisé des canons à eau contre les manifestants. Ces derniers ont répliqué par des jets de pierre et incendié des pneus. Certains ont même déboulonné le panneau d'une rue portant le nom du président Mugabe. La tension monte à moins de 2 ans des élections générales. Cette manifestation était organisée par 18
partis d'opposition, une première dans le pays. Des opposants qui réclament une réforme électorale en vue de ces élections prévues en 2018. Robert Mugabe, âgé de 92 ans, veut y être candidat à sa propre succession. En bref, encore 2 Marocains estimés radicalisés ont été expulsés par la France vers leur pays en raison de la menace grave qu'ils représentent pour l'ordre public. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, ce qui porte à 15 le nombre d'expulsions de ce type depuis le début de l'année. RFI à Conakry, 89.9 FM. Pour la première fois en Guinée depuis la réélection d'Alpha Condé, le président de la République va recevoir Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l'opposition. Même si la date n'a pas encore été fixée, le président de l'UFDG a répondu favorablement à l'invitation du chef de l'État. Après une réunion, elle a eu lieu ce vendredi avec les membres de l'opposition. Parmi les revendications, l'organisation d'élections locales, mais aussi communales. On fait le point avec Aurélie Pierret. Ce tête-à-tête s'inscrit dans le cadre des consultations périodiques portant sur les questions d'intérêt national, précise le communiqué de la présidence. Selon le porte-parole du gouvernement, Albert Damantan Camara, la rencontre entre le chef de file de l'opposition et le président de la République sera certainement la première étape vers la relance d'un dialogue politique, car le dernier en date qui a débouché sur les accords du 20 août 2015 n'a pas abouti, affirme l'opposition. Les dispositions n'ont pas été respectées, notamment sur la tenue des élections locales et communales, indique Aboubacar Silla, le porte-parole de l'opposition. Ce scrutin, qui devait être organisé avant juin 2016, n'a toujours pas eu lieu. Pourtant, le mandat des maires est échu depuis 2010 et les conseils de district et de quartier n'ont pas été renouvelés depuis 1982. Mais avant d'organiser ces élections, il faudra d'abord corriger les incohérences entre les différents textes juridiques, explique le juriste Mohamed Camara. Par exemple, parmi ces contradictions, le vote est secret, dit la Constitution. A contrario, dans le code électoral, les conseils locaux doivent être élus à main levée ou par alignement des votants. Et rappelons que cette rencontre interviendra quelques jours après la manifestation organisée à Conakry par l'opposition. Au Niger, les pèlerins pour la Mecque s'impatientent. Les vols charters qui doivent transporter 12 000 Nigériens n'ont pas encore commencé. Ils devaient pourtant débuter le 16 août dernier. Les vols ont été annulés. Du coup, les pèlerins se retrouvent bloqués à Niamey où nous retrouvons Raliou Ahmed Assalé. Pour Cheikh Bello Garba, commissaire en charge de l'organisation du Hajj au Niger, le retard accusé par les pèlerins nigériens cette année est dû à des raisons techniques, sans en dire plus. Pourquoi est-ce que le programme n'a pas eu lieu ? Je pense que c'est pour des raisons techniques. L'opérateur nous a avancé ces raisons et on les a acceptées et on assure les pèlerins que tout le monde va partir. Boukari Sani, le représentant de la compagnie Maxer, qui devait effectuer les vols annulés, explique qu'il a été empêché d'obtenir les autorisations nécessaires pour le survol de l'Arabie Saoudite afin que le marché du transport des 12 000 pèlerins nigériens profite intégralement à une compagnie privée saoudienne. C'est pas que nous n'avons pas honoré notre engagement. Flynas, qui est une compagnie privée saoudienne, en complicité avec le commissaire au Hajj, n'ont pas voulu qu'on nous délivre les slots en destination de Jeddah ou de Médine. L'annulation en tout cas des vols en question engendre des frais supplémentaires pour les agences de pèlerinage. Adam Alem Jibo, directeur de l'agence de pèlerinage Firdaus. Par rapport au contrat de bail à Médine, là, pour le premier groupe qui devait partir le 16, les perd carrément. Là, c'est une perte sèche pour les agences. Il faut renouveler le contrat. Et pour les pèlerins de l'intérieur du pays qui viennent, sont à la charge des agences. Selon le nouveau calendrier, l'acheminement des pèlerins nigériens vers la Mecque doit débuter ce dimanche 28 août. Raliou Ahmed Assalé, Niamey, RFI. Vous écoutez RFI, les 22h passées de 44 minutes en temps universel. 1 heure de plus à Paris, minuit passé de 44 minutes. Restez avec nous. Vous souhaitez réécouter le dernier journal ? Connectez-vous sur RFI.fr. Afrique Soir sur RFI. Sylvie Berruet.
Merci à vous de votre fidélité. Restez avec nous à suivre au cours du prochain quart d'heure. Tous les sports, ce sera en compagnie de Thomas de Saint-Léger. Nous parlerons de football et vous le verrez, nous nous approchons de la fin des éliminatoires de la CAN 2017 et peu à peu, les équipes publient leur liste. À suivre également les meilleurs moments d'appel sur l'actualité, le zapping comme chaque vendredi. Aujourd'hui, c'était la libre antenne. Vous étiez invité à vous exprimer sur différents sujets et la présidentielle au Gabon ou encore le procès d'un djihadiste malien devant la Cour pénale internationale de La Haye et la politique en RDC ont retenu votre attention. Vous avez réagi dans l'émission. Ce sera avec Marie Casadebé. Mais avant cela, nos invités. La présidentielle au Gabon, c'est dans quelques heures. On le disait, la campagne s'achève à minuit, heure locale. 10 candidats sont en lice. Le président sortant, Ali Bongo, se présente. Vous l'avez peut-être entendu dans le journal. Il donnait son dernier meeting à Libreville ce soir, tout comme Jean Ping, présenté comme son principal adversaire. Les observateurs s'attendent à un duel entre les deux hommes. Campagne dans un climat tendu. Elle a été marquée par la polémique autour de la nationalité gabonaise d'Ali Bongo. Ce soir, Jean-Jacques Louarn reçoit 2 candidats. Nous allons commencer par Paul Ba Abessol du RPG, le Rassemblement pour le Gabon. Paul Ba Abessol, bonjour. Bonjour. De quoi est malade le Gabon? De ses hommes politiques? Le Gabon est malade de la mauvaise gestion et des hommes et des finances. À mon sens, tout est à reprendre à zéro. Les hommes politiques, évidemment, il faudrait qu'ils arrivent à penser à leur pays au lieu de penser à leurs intérêts personnels. Cela, c'est un gros handicap pour le pays. De sorte que quand vous discutez avec des gens, on ne parle pas du Gabon, on ne parle que de ce qu'on veut avoir, de ce que l'on est, de ce que l'on fait. Mais le Gabon n'est plus beaucoup sujet de discussion pour beaucoup de personnalités politiques gabonaises. Vous n'avez pas mêlé votre voix, Paul Ba Abessol, à la polémique sur la nationalité d'Ali Bongo. Pourquoi? Non, parce que j'ai trouvé ça complètement inutile. On a des moyens scientifiques pour prouver cela. Il y a qu'à fournir l'ADN et puis c'est terminé. On distrait les gens pour rien. On veut la vérité. La vérité est possible. On prend les moyens scientifiques et puis c'est terminé. Donc, je me suis efforcé de ne pas me mêler de ce débat absolument inutile pour le pays. Et une perte de temps. Depuis le temps où vous étiez dans l'opposition à la tête des bûcherons, votre programme n'a guère changé. École cadeau, santé cadeau? Tout à fait. Et je dois dire que quand je serai élu président de la République, la première chose sur laquelle on va travailler, ce sont ces 2 questions-là qui vont faire l'objet de nos efforts. Je dirais même en 2017, on va travailler à mettre le système d'enseignement et le système de santé au point. Et puis en 2018, on met les choses en œuvre pour que ce problème soit résolu une fois pour toutes. Et la méthode que j'adopte, ça veut dire tous ceux qui sont concernés par ces problèmes vont participer à la discussion pour qu'on arrive à avoir des décisions durables, consensuelles. Cette présidentielle de 2016 est-elle votre dernier grand combat électoral? Je ne parle pas de dernier ou de premier. Je parle de ce que je dois faire maintenant pour mon pays. Je ne peux pas savoir la suite. La suite, on peut avoir beaucoup d'autres choses. Je ne veux pas mourir tout de suite. Et ce qui est essentiel, c'est d'avoir la tête bien sur ses épaules et puis on travaille. Paul Ba Abessol, merci. Et la parole à présent est au deuxième invité de Jean-Jacques Louarn, Augustin Moussavou King du Parti socialiste gabonais, le PSG. Augustin Moussavou King, bonjour. Bonjour monsieur. Vous affirmez que le Gabon a besoin d'un plan Marshall. Tout à fait, parce que le Gabon a pris suffisamment de retard. Nous avons été dans une logique de gabégie depuis 1968 jusqu'à 2009. Le président Omar Bongo lui-même l'avait reconnu en décembre 2007. Aujourd'hui, avec un tel retard, il nous faut un plan Marshall pour reconstruire le Gabon. Ce plan Marshall est chiffré à 15 000 milliards. Je voudrais reconstruire le Gabon avec un partenaire identifié, c'est la France. Le Gabon est un pays pétrolier, forestier. Qu'est-ce qui cloche? Et ce sont les acteurs politiques. Et de toute façon, ils sont tous identifiés. Ils viennent du Parti démocratique gabonais. Et nous avons connu 3 phases. Le parti unique, de 1968 à 90,
le multipartisme avec Omar Bongo de 1990 à 2009 lorsqu'il décède, et de 2009 jusqu'à aujourd'hui avec Ali Bongo Ndimba. Et j'ai la conviction que ce parti n'a pas la culture de responsabilité et de transformation sociale que j'incarne, moi, au niveau du Parti socialiste gabonais. Et c'est ça qui cloche. Alors cette élection, c'est un peu le combat de David contre Goliath. Certains candidats tels Ali Bongo, que vous citiez, ont de gros moyens. Oui, bien entendu, ils ont de gros moyens, mais ce sont les moyens de l'État. C'est donc des moyens qui devaient être repartis équitablement. Je vous prends pour exemple, on paye tous la caution de 20 millions, mais la campagne n'est financée aucunement par l'État. C'est une injustice qu'on devrait pouvoir réparer, notamment M. Bongo qui parle de partage et d'égalité des chances, devrait avant toute chose commencer par là. Et puis, monsieur, je pense que le pouvoir, c'est aussi un rendez-vous des époques, des cycles. Nous sommes en train de terminer un cycle d'une culture de corruption, de crimes rituels. Et je pense qu'avec moi et avec la culture de responsabilité et de transformation sociale, nous allons inaugurer une autre ère. Et je crois que c'est l'alternance qui est en train de se profiler à l'horizon, c'est ça. Goliath, David, d'accord, mais ça se passe d'abord au niveau du cycle. Nous sommes en fin de cycle et je crois que les populations gabonaises ont compris qu'il faut alterner. Augustin Moussavou-King, merci. Augustin Moussavou-King du Parti socialiste gabonais et Paul Ba Abessol du Rassemblement pour le Gabon étaient les deux derniers candidats invités sur l'antenne de RFI dans le cadre de la campagne électorale. La campagne électorale au Gabon qui, je vous le rappelle, s'achève dans moins de 10 minutes à minuit, heure de Libreville, avant la présidentielle de demain samedi. Les sports, deuxième édition d'Afrique Soir avec Thomas de Saint-Léger. Bonsoir Thomas. Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. On va commencer par du football. À une semaine de la dernière journée d'éliminatoire de la CAN, on commence à y voir plus clair. Les dernières listes de joueurs sélectionnés tombent enfin. Comme celle du Togo, les éperviers sont troisième de leur groupe à 2 points de la Tunisie et du Libéria. Ils n'ont pas le choix, ils doivent gagner pour relever ce défi. Claude Leroy, le sélectionneur, a fait le pari de l'expérience. Emmanuel Adebayor, Alexis Romao ou encore Kossi Agassa sont convoqués. Problème, ces 3 joueurs ont des situations personnelles difficiles. Ils sont sans club, n'ont pas joué depuis le début de saison. Ils gardent malgré tout la confiance du technicien français Claude Leroy qui évoque d'abord le cas de son gardien Kossi Agassa. Pour quelqu'un qui avait rendu tellement de services au stade de Reims, ils ont voulu s'en séparer d'une façon un petit peu ignominieuse pour moi. Finalement, il a trouvé un modus vivendi avec le club et il continue de s'entraîner. Je l'ai eu au téléphone plusieurs fois. Il m'aurait paru très douloureux de l'écarter comme ça de l'équipe nationale avec tout ce qu'il avait donné à ce pays. C'est pour ça que je l'ai pris. Manuel Adebayor, il est en pleine négociation avec plusieurs clubs. Il s'entraîne, il a un préparateur physique avec lui. Pareil, ce sont les réalités du terrain. À partir de mardi, mercredi, il y aura des séances qui vont décider pour voir à quel niveau il se situe. Mais lui, il tenait aussi absolument à être là et il m'a dit qu'il était très bien physiquement. Et puis Romao qui a continué à s'entraîner normalement, qui est en pleine négociation. Il est pas mal sollicité, mais il est prêt à jouer, il est parfaitement dans le coup physiquement, donc là aussi on verra. Claude Leroy avec Comelan et Clou. Autre liste publiée ce vendredi, celle des Panthères du Gabon, qualifiés d'office pour la CAN puisque le pays accueillera la compétition. Les joueurs de Paolo Duarte disputeront 2 matchs amicaux le 2 septembre au Soudan et le 6 face au Cameroun. Pour ces rencontres, Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina et Didier Dong font leur retour dans le groupe. Frédéric Bulot est lui absent sur blessure. Et toujours en football, Thomas, la période des transferts en Europe, le mercato comme on l'appelle, touche à sa fin. C'est le moment choisi par plusieurs joueurs pour faire in extremis leur valise. Direction l'Angleterre pour le Marocain Sofiane Bouffal. Le milieu offensif quitte Lille pour Southampton contre un chèque de 20 millions d'euros. Le jeune Guinéen Amadou Diawara, révélation de la Série A italienne l'an dernier, passe de Bologne à Naples, joli bond en avant. Et puis Niskens Kebano, l'attaquant des Léopards de RDC, quitte Genk en Belgique pour Fulham en D2 anglaise. Et puis foot encore, mais on va changer de surface cette fois.
tournoi des pelouses aux plages. Les barrages allés de la CAN sont au programme du week-end. Un match déjà disputé ce vendredi. La Côte d'Ivoire jouait en Tanzanie. Et les Ivoiriens ont pris une sérieuse option en remportant cette rencontre 7-3. 2 matchs à l'affiche samedi. Cap-Vert, Sénégal et Kenya-Ghana. Dimanche, 4e et dernière rencontre. Le Mozambique est opposé à Madagascar, tenante du titre. Le Maroc, l'Égypte et la Libye sont qualifiés après le forfait de leurs adversaires. Le Nigeria est aussi qualifié, mais c'est un peu plus normal puisque les Nigérians accueilleront la compétition au mois de décembre prochain. Enfin, il y aura de l'athlétisme ce week-end. Moins d'une semaine après la fin des Jeux Olympiques, plusieurs héros de Rio sont à Paris pour le traditionnel meeting Ligue de Diamant demain samedi. En tout, 27 athlètes médaillés au Brésil seront au Stade de France. Parmi eux, l'Algérien Taoufik Marloufi, vice-champion olympique du 800 mètres et du 1500 mètres. Ruth Djebet, médaillée d'or du 3000 mètres steeple sous les couleurs du Bahreïn, mais native du Kenya, sera là comme une autre Kenyane, Faith Kipyegon, en or elle sur le 1500 mètres. Elle risque de courir dans un climat un petit peu particulier parce qu'on a appris ce soir l'arrestation du secrétaire général du comité olympique kényan, Francis Paul, est visé par une enquête sur une série de dysfonctionnements dans la délégation kenyane, notamment le vol présumé de certaines tenues officielles. Voilà, c'était le journal des sports de Thomas de Saint-Léger. Merci de nous écouter. Restez en notre compagnie. Le zapping, ça arrive bientôt. RFI, la sélection du mois. Petit biscuit. Radio Elvis. L'Angelais Canyon, passer le fleuve, gagner les hauteurs. C'est devant pour nous aller, nous qui baille la joie tous les jours. Jocla. Faboli Days. RFI. Suivez le zapping d'appels sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Comme chaque vendredi, c'est vous qui avez choisi les sujets de débat ce matin. La campagne présidentielle au Gabon. Le climat est serein à Libreville. Tout se passe plutôt bien. Chaque candidat mène librement sa campagne. Et nous espérons que ce sera le même climat qui prévaudra après l'annonce des résultats. Bon, je pense que les résultats seront assez serrés. Malgré le fait que le temps soit un peu dur, mais je crois que les résultats seront assez serrés quand même. Mais voilà. La fin du procès d'un djihadiste malien pour destruction à Tombouctou. Je voudrais dire que le fait que le procès de Al-Faki se tienne, il y a un djihadiste terroriste qui avait fait des crimes dans le nord du Mali, c'est bien. Mais j'ai l'impression que Al-Faki est aujourd'hui le seul à porter le chapeau de tout le malheur qui est arrivé dans ce nord du Mali depuis l'année 2012 jusqu'à présent. Je pense aussi que les 10 et 9 ans que le procureur a requis, c'est quand même peu. Mais le fait qu'Al-Faki ait aujourd'hui exprimé ses remords, reconnu sa faute, peut-être que c'est ce qui signifierait cette peine, ce que j'ai finalement compris. Et en RDC, le boycott d'une partie de l'opposition des travaux de préparation au dialogue politique. Le vrai dialogue que nous attendons ici, c'est qu'il nous donne la date des élections et on va dialoguer dans les urnes. Et Kabila a fait ses 2 mandats, c'est terminé qu'il parte. Qu'est-ce qu'on peut faire? Y a-t-il quelque chose qu'on fait ici sur cette terre qui n'a pas de fin? Je ne sais pas. Le pouvoir, pour une raison, pour une autre, est incapable d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Voilà pourquoi nous devons tous, autour de la table, au dialogue, parler du Congo. Je soutiens le dialogue. C'est vrai que nous devons saluer, d'une manière ou d'une autre, la bonne foi du pouvoir.
Lundi, c'est Juan Gomez que vous retrouverez. Il lancera le débat sur le consommé local en partant de l'expérience du Sénégal qui tente de devenir autosuffisant en riz. Musique du monde, Laurent Saloir. Kiri Chris Manson garde de son Canada natal les mélodies nord-américaines et s'abreuve de chants moyenâgeux européens avec le quatuor Voce. Elle va découvrir la harpiste Laure Brisa qui est rejointe par Guillaume de la Villéon à la basse. Ensemble, ils vont faire une sorte de pop lo-fi extravagante. Je demande à voir. Musique du monde, Laurent Saloir. Aujourd'hui, à partir de 20h10 TU. RFI. Idées. Brigitte Krulik, spécialiste de l'histoire des idées, nous plonge dans la vie et l'œuvre du penseur Alexis de Tocqueville. Il est emblématique de ces intellectuels du 19e siècle qui ont tous essayé de se confronter au phénomène, qui est le phénomène marquant de la fin du 18e, du début du 19e siècle, qui est donc l'irruption d'une modernité démocratique. Idées, Pierre-Édouard Deldic. Dimanche, à partir de 15h10 TU. RFI.